Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Jean-François Duprat qui vient nous parler de son grand projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. C'est la troisième entrevue qu'on fait avec Jean-François. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre Laporte nous présente les ennemis de notre cerveau. Notre collaborateur Jocelyn Morettini est aussi des nôtres et il nous parle pour sa part des méfaits de l'évitement cognitif. Vous écoutez Folie douce, émission numéro 807. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Jean-François Duprat. Bonjour, Jean-François. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on t'interviewe, puis on va certainement pas s'arrêter ici non plus. C'était un peu notre but quand on a commencé la première entrevue ensemble, il y a déjà quelques temps, de te suivre justement dans ton périple qui est de vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. On te parle en fait aussi en Thaïlande. Alors, merci encore plus d'être là avec nous, là, avec le décalage et tout ça. C'est très apprécié que tu sois avec nous. Un grand plaisir, merci. Pourrais-tu nous rementionner ce que c'est justement ton projet? C'est un projet de vie, puis c'est un projet vraiment emballant, donc vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Oui, alors c'est ma mission première, mon projet, c'est vraiment de sensibiliser les gens, les jeunes, les adultes aussi à la dépression, la santé mentale, en partageant mon propre parcours avec la dépression, l'addiction, comment j'ai réussi à m'en sortir avec ma passion pour le plein air, l'escalade, qui m'a amené à créer mon projet. Puis c'est vraiment aussi d'inspirer les gens à croire leur rêve, leur passion, que peu importe les difficultés, peu importe notre passé, que tous les rêves sont possibles. Et c'est ce qui m'a permis d'habiter dans l'Ouest canadien, c'est ce qui m'a permis de faire mes sommets, d'être ici en Thaïlande, c'est de suivre ma passion, mes rêves. C'est vraiment un beau projet. J'ai commencé à faire des présentations dans les écoles. J'ai une levée de fonds pour l'Association canadienne de la santé mentale. J'ai ramassé plus de 20 000 $ jusqu'à présent. Fait que c'est vraiment un beau projet qui m'emballe, qui m'aide. Pour moi, à chaque fois que je partage mon parcours, mais ça me permet c'est comme si j'enlevais des roches dans mon sac à dos. Je me sens de plus en plus léger. Je m'accepte de plus en plus. Puis je pense que c'est ça qui est un autre des buts avec mon projet, c'est d'encourager les gens à partager leurs émotions, comment ils se sentent, puis partager leur propre parcours, parce qu'on a tous un parcours, peu importe que ce soit la santé mentale ou pas. On a tous une histoire, puis notre histoire peut aider une personne qui est autour de nous, ça c'est sûr. Dirais-tu, Jean-François, que finalement, le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes, souvent? Parce que, tu sais, quand tu dis réaliser ses rêves, souvent, c'est nous autres mêmes qui se bloquent peut-être à réaliser des choses. Tout à fait. On est la personne qui, premièrement, c'est difficile de s'aimer. Souvent, on a la difficulté à s'aimer, à s'accepter avec nos différences, nos forces, nos faiblesses. On est les gens qui ont la difficulté à s'ouvrir, à parler de nos émotions. C'est vraiment quelque chose de difficile pour tout le monde, encore plus pour les hommes. Je pense que ça s'en vient de plus en plus facile, de mieux en mieux. Puis côté rêve, mais c'est sûr qu'on est je pense que vraiment, vraiment, tout est possible. Puis on est souvent les gens, comme tu dis, qui peuvent s'empêcher d'avancer parce qu'on écoute nos peurs. Puis souvent, nos peurs sont même pas réelles. C'est des peurs qui sont dans notre tête. Souvent, on va commencer à avoir peur même avant que l'événement se présente dans notre vie. Fait que c'est sûr que c'est souvent, on a des peurs qui n'existent même pas. Puis, on se met soi-même des bâtons dans les roues très souvent. Ouais. Et on a un rêve, mais on va se décourager au moindre pépin ou quelqu'un va nous dire quelque chose, puis on va se décourager. Puis c'est correct, ça fait partie de comment on est comme humain, mais je pense que plus vite on apprend à réaliser que c'est correct d'avoir des émotions, d'apprendre à s'accepter, à s'aimer comme on est. C'est pas quelque chose de facile, c'est un travail d'une vie. Plus vite on va apprendre à croire nos rêves, de mettre de côté nos peurs. C'est correct d'avoir des peurs parce que les peurs vont nous aider à avancer, vont nous garder en sécurité. C'est comme en montagne, c'est très important d'avoir des peurs. Mais souvent, lorsqu'on n'a pas de peur, c'est là qu'on fait des mauvais choix qui peuvent nous amener à... C'est d'être conscient de ce qui se passe autour de ça, d'être conscient de notre environnement, de nos émotions, d'en parler aussi, c'est vraiment important. Tout à fait, oui. On est souvent ceux qui s'arrêtent. Exactement. Non, c'est intéressant. Puis, en fait, on va revenir évidemment au projet qui est vraiment, moi, qui m'impressionne beaucoup, surtout après le plus récent sommet où j'avais lu que tu l'as réalisé en solo, en plus, je pense, en Amérique du Sud. Oui. Il faut quand même être courageux jusqu'à un certain point, même si on sait qu'on connaît, tu as quand même une expérience au niveau de tout ce qui est monté, justement, dans les hauteurs assez quand même importantes, mais de le faire en solo, comment ça s'est passé? Puis on va revenir, évidemment, aux autres sommets avant, mais celui-là m'a vraiment impressionné.
Ça a vraiment super bien été, vraiment mieux que je m'étais imaginé. Puis encore là, j'avais des peurs, ce qui est normal. Je partais seul dans un pays que je connaissais pas. Je parle pas vraiment espagnol, mais je me suis bien débrouillé. Puis tout au long du parcours, ben, c'est comme tu dis, j'avais une belle expérience quand même du passé. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait si j'aurais pas réussi les 3 autres sommets avant, mais je me sentais prêt. J'ai quand même plusieurs années d'expérience. Mais ça a été vraiment de m'écouter. C'est ce que j'ai appris dans ce périple-là, c'est de m'écouter, d'écouter mes émotions, puis des choses aussi simples, des choses aussi banales que d'avoir une friction sur mes chevilles pour un début d'ampoule ou des fois des problèmes d'estomac, le soleil, la fatigue. C'est ce que j'ai appris qui était formidable, c'est d'apprendre à m'écouter, à prendre soin de moi comme j'ai jamais fait dans ma vie. Puis ça m'a permis d'atteindre le sommet. Ça a vraiment très, très bien été. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments où je me suis posé des questions, mais je me suis écouté, j'ai continué à avancer, puis lorsque j'ai atteint le sommet, seul, il n'y avait personne d'autre. C'est probablement des moments les plus magiques de ma vie. La vue était incroyable, les émotions, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, les émotions coulaient à flot. J'avais la difficulté parce que c'était quand même près de 22 000 pieds, fait que l'altitude faisait que la respiration était difficile, mais le sentiment d'être seul au sommet, je me rappelle avoir pensé pour toutes les fois de ma vie où je me suis senti tellement bas, comme ça arrive souvent à plusieurs personnes. Cette journée-là, j'étais probablement la personne la plus haute au monde. Ça a été vraiment une super belle expérience. Ah, j'ai vu la vidéo, effectivement, c'était très émouvant, puis je me disais, tu sais, en même temps, je comprenais que ça faisait, tu sais, ça te faisait comme une étape tellement importante, puis t'es comme t'es comme à mi-chemin, si tu veux, de ton projet, si on regarde ça comme ça, tu sais, dans le fond, tu as 7 sommets sur les plus grands sommets de la planète, donc tu étais rendu comme à ton 4e sommet, si je ne m'abuse. Oui, exactement, 4e. Fait que les 3 prochains, je vais faire le Mont Everest en 2021. Alors, je suis présentement à la recherche de commander des gens, des compagnies qui sont intéressées à suivre, à faire partie de mon aventure. Et ensuite, il y a le mont Vinson en Antarctique et la pyramide de Kardzen qui est en Indonésie. Alors, c'est pas très loin d'ici. Alors, si jamais par magie, je reçois la somme de 13 000 US, je pourrais faire l'ascension pendant que je suis ici. Mais comme souvent les gens me demandent comment tu vas faire, mais je m'inquiète pas encore là. J'essaie de pas laisser mes peurs nourrir puis de ruiner mon projet. Alors, je vois ça comme de l'énergie. Alors, plus je redonne de l'énergie, plus l'énergie va revenir à moi. Puis ça va se présenter si c'est la bonne chose pour moi. Oui, c'est ça. Puis même, on te suit, évidemment. Puis on s'est fait un peu une promesse nous-mêmes à dire on va suivre comme plein d'autres médias, d'ailleurs, parce que ça t'a permis de beaucoup démystifier la santé mentale. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un prétexte, là. C'est un défi, mais en même temps, c'est de faire parler aussi, puis d'attirer l'attention sur la santé mentale. Puis, effectivement, je pense que c'était ton but aussi au départ, hein? Tout à fait, oui. C'est pas simplement oui, les sommets, j'aime atteindre le sommet parce que je suis un grimpeur, c'est ce qui me passionne, mais c'est les rencontres que je fais avec les gens quand je vais dans différents pays, les différentes cultures, c'est de partager mon histoire. Juste la dernière fois, j'ai rencontré un jeune homme du Québec, on a jasé ensemble, puis je pense que d'avoir ouvert, partagé, mais lui, il a fait réaliser des choses. Vraiment, c'est toute une montagne à escalader dans la vie, que ce soit une montagne de roche ou que ce soit un défi personnel, un petit grand, mais c'est d'aider les gens à croire en leurs rêves puis de voir que la vie, c'est une belle aventure, c'est ça. C'est surtout ça, que la vie, c'est la plus belle des aventures, puis qu'on a le choix de créer, de changer les choses qui nous rendent malheureux, ou on a le choix de créer les choses qu'on veut avoir dans notre vie. Oui. Jean-François, peux-tu nous faire un petit rappel comme assez rapide des monts que tu as fait? Tu avais fait le Denali en premier, que depuis ce temps-là, on t'a suivi, mais peux-tu nous parler brièvement de chaque ascension, puis qu'est-ce que ça représentait, mettons, pour toi? Oui, tout à fait. Alors, Denali, juin 2018. Ensuite, j'ai été au Kilimanjaro, décembre 2018. Ça a été vraiment une belle aventure. Je m'attendais pas, j'avais lu beaucoup, je m'attendais pas que ce soit aussi une expérience incroyable. Mais ce que j'ai aimé encore là, c'est les gens que j'ai rencontrés. Les Tanzaniens, c'est les gens les plus souriants que j'ai vus de ma vie. Beaucoup d'entre eux portaient des équipements vraiment de très basse qualité, même des sacs de poubelle comme manteau, puis il pleuvait, il y a plu pendant 4 jours. Toujours souriant. Puis, chaque semaine va vraiment nous apprendre quelque chose. Ce que j'ai appris sur le Kilimanjaro, c'est que dans la vie comme dans la montagne, il est toujours possible de sourire. Des fois, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir de la pluie, mais on peut toujours sourire, puis le bonheur, c'est à l'intérieur. J'ai ensuite fait le sommet du Mont Elbrus en Russie. Puis, dès le départ, j'ai dû faire des changements. Je me suis fait mal au dos une deuxième fois. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr, ça aurait été facile pour moi de me décourager puis de laisser aller.
Mais j'ai modifié mon plan, je me suis pris en main, j'ai été faire plein de traitements pour m'aider, puis j'ai finalement réussi le sommet. Ça a été vraiment une super de belle expérience. Il y a eu des tempêtes là, incroyables. 5 après-midi, du ciel bleu à la tempête en quelques secondes. Ça a été vraiment difficile, malgré que c'était un sommet qui était plus facile. Mais une belle expérience. J'ai rencontré un Québécois aussi avec qui on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, le mont Concagua que je viens de réaliser dernièrement. Fait que vraiment, chaque montagne est différente. Chaque montagne m'amène à faire des rencontres, mais c'est toujours à la rencontre de moi-même. C'est comme si je me découvrais de plus en plus à chaque fois. J'apprenais à me connaître de plus en plus, à m'écouter de plus en plus. Puis c'est vraiment quelque chose de fantastique. Puis je vis ma passion, en fait. Exactement. Il n'y a rien de mieux que vivre sa passion. C'est ça, exactement. Quand on est capable de réaliser sa passion, c'est toujours bien. Mais pratico-pratique, ça m'a toujours un petit peu chicoté comme question. Tu vas pouvoir nous répondre. Mis à part le côté d'altitude, puis le climat, puis tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme danger à part tout ce qu'on a énuméré? Oui. Pour les sommets que j'ai fait jusqu'à maintenant, je dirais celui qui avait le plus de danger, c'était surtout le Denali. Il y avait des crevasses, il y avait des risques d'avalanche. On a eu une tempête de neige, on a reçu 6 pieds de neige en 6 jours. On aurait pu, la plante aurait pu nous tomber dessus avec la neige. Pour les autres sommets, c'était toujours vraiment l'altitude, la tempête. Il peut y avoir des changements de température à chaque moment. Sur le Kilimanjaro, il fait chaud sur le Kilimanjaro, mais il n'y a plus tellement qu'il y aurait pu facilement avoir des dangers d'hypothermie. En Russie, il y avait quelques crevasses. Les tempêtes étaient vraiment incroyables. Ça aurait pu être possible de se perdre pendant les whiteouts, des moments où on voyait pratiquement pas devant nous. Puis sur le Concagua, vraiment le danger, c'était vraiment l'altitude qui est extrême. Parce que c'est pas une montagne qui est difficile, surtout pas le côté de la voie normale. C'est un côté qui est, c'est le plus haut trek au monde. Mais c'est l'altitude vraiment, là, qu'il y a beaucoup de gens à chaque année qui vont avoir des gros problèmes avec l'altitude, qui peuvent même mourir. Fait que c'est vraiment de toujours s'écouter. Puis chaque montagne a ses dangers, a ses expériences qui viennent. Oui, puis effectivement, puis là tu parles aussi des prochains monts, l'Everest entre autres, c'est comme la montagne qui fait peur à tout le monde. Est-ce que lui, j'imagine, faut que tu te prépares de longue haleine justement pour affronter ce mont-là? Ben, ça va être surtout un entraînement physique. Là. Je me donne 1 an pour m'entraîner. Là. Aussitôt que je reviens de mon voyage, je vais me remettre à l'entraînement. Ça va être je vais essayer dans la meilleure forme physique de ma vie. Puis je pense les autres sommets, ils vont m'amener aussi à avoir la confiance, l'expérience nécessaire pour faire l'ascension du Mont Everest. Je veux faire l'ascension du côté nord, alors du côté chinois, qui est peut-être un peu plus technique, mais qui est beaucoup moins occupé que le côté sud. Le côté sud, où il y avait 700 personnes l'année passée. Là, il y avait une photo avec un line-up de 700 personnes. Puis le gros danger, je pense, sur le Mont Everest, c'est le Khumbu Icefall du côté népalais. La cascade de glace, là. Fait que je veux pas passer par là. OK. Fait que ça va être c'est ça, tu vas choisir un côté qui va être peut-être moins difficile, entre guillemets, difficile, malgré que c'est très difficile, mais ça, comme tu nous l'expliques, je pense que ça va être beaucoup mieux. En terminant, j'apprécie énormément le temps que tu prends avec nous, puis on va continuer encore dessus. Je pense que c'est une belle aventure, puis on veut aller jusqu'au bout avec toi, là. Les gens qui veulent en savoir plus, je pense qu'un endroit, en tapant justement Ma vie, mon aventure avec ton nom, je pense qu'on est capable d'arriver sur tes environnements web, hein? Oui, exactement. Ma vie, mon aventure, sur ma page Facebook, Instagram, et puis mon site internet à www.jeanfrançoisduprot.com. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été des nôtres. Et puis c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis je te souhaite vraiment de réussir. Puis comme on s'était dit dans la première entrevue, je pense que c'est pas une question de vitesse, c'est de le faire, c'est d'y arriver selon le rythme. Et comme tu disais tantôt aussi, selon comment ça arrive. Si c'est dû pour être maintenant, ça va être maintenant. Sinon, ça va être plus tard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie Douce. Avec plaisir, merci. Merci, à la prochaine. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. Salut tout le monde, ici Pierre Laporte pour ce premier bloc Espresso. Récemment, je vous avais parlé de comment stimuler son cerveau. Mais aujourd'hui, je vous parle du cerveau encore, mais c'est d'après un article que j'ai trouvé sur l'Internet qui s'appelle « Les 6 ennemis de notre cerveau ». J'ai pris ça sur le site lepoint.fr et c'est écrit par le professeur Bernard Sablonnière, qui est chercheur à l'INSERM, qui est un organisme public français entièrement dédié à la santé humaine. Alors, Monsieur Sablonnière nous dit « Le premier ennemi de notre cerveau, c'est le stress ».
le fameux stress. Le stress peut être utile ou nuisible pour le cerveau, nous dit-il. Cela dépend de son intensité et de sa durée. Il est bénéfique lorsque de courte durée est adapté. Il stimule alors notre dynamisme et la prise de décision. En cas de situation conflictuelle prolongée, se conjuguent les effets de deux hormones du stress, soit l'adrénaline et le cortisol. Le cerveau est alors contraint à réduire son dynamisme et le fonctionnement des synapses. Il nous force à nous reposer. Deuxième ennemi du cerveau, la prise chronique de psychotropes. Notre cerveau utilise de nombreuses clés chimiques ou neurotransmetteurs pour fonctionner. Les psychotropes miment ou bloquent leur fonctionnement. En perturbant nos comportements, ces médicaments perturbent les mécanismes normaux de réparation des circuits neuronaux, pouvant conduire à des effets toxiques et irréversibles. Troisième ennemi de notre cerveau, la sédentarité. Muscles et cerveau sont faits pour s'entendre. On connaît maintenant des signaux chimiques libérés par les muscles et capables de stimuler la fabrication de nouveaux neurones pour stimuler nos fonctions cognitives. Ce signal est une protéine, soit l'érysine, dont la sécrétion est fortement stimulée par un exercice physique d'au moins 30 minutes et répété régulièrement. Quatrième ennemi du cerveau, l'inactivité intellectuelle. Entraîner son cerveau, c'est le stimuler pour renforcer l'efficacité de ses circuits et nous permettre d'améliorer nos capacités mentales. Un environnement cognitif riche, une curiosité débordante et de multiples activités d'apprentissage façonnent les circuits du cerveau en stimulant la survie des nouveaux neurones et en stabilisant leur connectivité. Cinquième ennemi du cerveau, l'isolement social. Le cerveau humain perçoit et partage les émotions des autres et est capable d'empathie. Cette capacité stimule le cerveau limbique et active la libération d'une clé chimique, soit l'ocytocine, qui améliore le partage et l'échange. Cette clé possède un effet stimulant sur les circuits du cerveau en réduisant fortement les effets du stress. Sixième ennemi du cerveau, l'excès de graisse et de sucre. Un apport calorifique trop élevé et un excès de sucre et de graisse dérèglent le fonctionnement cellulaire et produisent des signaux inflammatoires qui altèrent les vaisseaux sanguins du cerveau. Cela entraîne progressivement un stress cellulaire qui réduit fortement la capacité naturelle de régénération des connexions neurales. Maintenant, dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet, c'était sur le site Journal de Québec. L'article s'appelle « La bedaine, l'ennemi d'un cerveau en santé ». C'est écrit par M. Jean-Pierre Després, qui est professeur au département de kinésiologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Il est également directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval et directeur de la science et de l'innovation de l'Alliance Santé Québec. Il nous dit « Vous connaissez mon intérêt pour l'étude des liens entre le mode de vie, principalement la sédentarité, l'activité physique et les maladies chroniques et les maladies cardiovasculaires. Comme je vous l'ai expliqué dans une chronique antérieure, un grand nombre de travaux de recherche émergents montrent également un lien entre le mode de vie et la santé du cerveau, laissant ainsi présager des perspectives fort intéressantes pour le maintien d'un cerveau en santé et la prévention du déclin cognitif. En effet, avec l'arrivée des techniques d'imagerie comme la résonance magnétique, les chercheurs sont maintenant en mesure d'évaluer de façon précise la taille et dans une certaine mesure la composition du cerveau chez les personnes de tout âge. Une analyse récente réalisée par le Dr Mark Hammer, impliquant des milliers de citoyens volontaires, a examiné les liens entre l'obésité, particulièrement l'obésité abdominale, la proportion de matière grise du cerveau et la performance à des tests de la fonction cognitive. Les résultats de cette recherche sont saisissants. Chez les individus avec de l'obésité,
les chercheurs ont observé une association étroite entre la proportion de graisse abdominale, c'est-à-dire ce qu'on appelle en québécois la bédaine, et la proportion de matière grise dans le cerveau. Ainsi, l'obésité abdominale, le tour de taille élevé, était associé à un plus petit volume de la matière grise dans le cerveau, accompagné d'une moins bonne performance à des tests de fonction cognitive, comparativement à des individus avec de l'obésité, mais sans tour de taille élevé. Comment expliquer cela? Puisque l'obésité abdominale est une conséquence de la combinaison des effets de la sédentarité et d'une alimentation de mauvaise qualité, cette forme d'obésité est accompagnée d'un amalgame de facteurs de risque. Par exemple, tension artérielle augmentée, désordre dans le transport du cholestérol et des lipides sanguins, glycémie augmentée et résistance à l'insuline. Alors, je vais m'arrêter ici et je poursuivrai un peu plus tard lors de l'espresso allongé. À venir dans l'émission, notre collaborateur Jocelyn Morettini nous propose sa chronique sur les méfaits de l'évitement cognitif. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le sujet « Les ennemis de notre cerveau ». Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. J'ai le plaisir d'accueillir notre collaborateur Jocelyn Morettini. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Bonjour, tu es neuropsychologue et tu vas nous parler aujourd'hui des méfaits de l'évitement cognitif. On sait un peu ce que ça veut dire, le côté cognitif, mais je sens que tu vas nous apprendre des choses intéressantes. Bien, j'espère bien. Alors, l'évitement cognitif, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est un moment où on tente, par plusieurs moyens, d'éviter une pensée ou une émotion. Donc, des fois, on va éviter en utilisant une activité. Par exemple, j'ai une peine d'amour. Ben, pour pas penser à ma peine d'amour, je vais manger beaucoup de crème glacée au chocolat. Un baril, là, genre. Un baril. C'est ça. Des fois, j'ai un sujet difficile à gérer émotivement. Ben, dès que je me mets à y penser, je me mets à penser à quelque chose d'autre ou j'ouvre la télévision. Je change de sujet de conversation. Donc, des fois, on se pousse à changer de pensée pour pas avoir à s'exposer à la pensée anxiogène, triste, à une émotion ou à une pensée. Donc, c'est ça l'évitement cognitif. On fait ça parce qu'on n'est peut-être pas capable de la gérer ou on pense qu'on n'est pas capable de la gérer, c'est peut-être ça? En effet, puis on n'est pas toujours capable, puis il ne faut pas toujours se dire qu'à tout moment de la journée, il faut gérer toutes les émotions. Okay. Je suis en train de faire ma présentation PowerPoint au travail. C'est peut-être pas le temps de gérer ma peine d'amour pendant la présentation PowerPoint. Donc, l'évitement cognitif, c'est quelque chose de très utile. Moi, en ce moment, je suis en train de vous parler à la radio. C'est pas le temps de dire, bon, ben, je vais gérer mes problèmes de couple, mes problèmes relationnels avec mon beau-père, peu importe. Non, c'est le temps de me concentrer sur ma job de parler au micro. Donc, c'est un outil très pertinent qui va nous permettre à court terme de repousser une pensée pour qu'elle soit travaillée plus tard dans un moment plus opportun. Ouais. Donc, c'est utile à court terme. Mais si on la repousse tout le temps, c'est là peut-être qu'il y a des méfaits qui vont s'en suivre. Exactement. Et souvent, on se dit aussi que une émotion de tristesse, c'est pas utile, c'est pas pertinent. Alors, j'ai toujours une petite histoire à raconter à mes patients pour leur faire comprendre un peu l'importance de s'exposer à nos émotions. Alors, je vais me permettre, avec toi aujourd'hui, de la faire. Alors, disons que tu rentres chez toi, tu manges tu prends une pomme sans regarder dans ton panier et puis tu la croques, mais malheureusement, elle est bien pourrie et moisie. Quelle va être l'émotion que tu vas avoir en ayant cette croquée de pomme pourrie dans ta bouche? Je vais plutôt l'évacuer. Je vais peut-être l'acheter. Oui. Et avant de l'acheter, ta réaction, est-ce que ça va être du dégoût? Plutôt, hein? Oui, hein? On va dire, regarde, surprise. Dégoût, puis c'est tellement fort, ce dégoût-là, qu'on va cracher la pomme. Ouais. Très bonne réaction jusqu'ici. Ouais. Mais là, tu reviens me voir, puis tu dis, bon, je veux une nouvelle thérapie. Le psychologue que je suis maintenant fait des chirurgies au cerveau et t'enlève la partie du cerveau qui te permet d'avoir des émotions. Tu retournes après chez toi et tu n'as plus d'émotions. Tu manges la pomme juste à côté qui, elle aussi, a été infectée et bien pourrie, bien moisie. Tu croques dedans, mais tu n'as aucune émotion de surprise ou de dégoût. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas cracher la pomme? Sûrement pas. Sûrement pas. Et si on mange une pomme qui est pourrie
et moisi, qu'est-ce qui va se passer? Ça ira pas trop bien, je pense. Probablement qu'on va être malade pendant quelques heures. Ouais. Alors, on va avoir une indigestion, probablement. Ouais. Alors maintenant, je donne le choix à toi ou à tous les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous préférez? Vivre 30 secondes d'une émotion intense qui est le dégoût et de cracher la pomme, ou de ne pas avoir à subir les affronts de cette émotion pendant 30 secondes, mais d'être malade pendant 3-4 heures. Qu'est-ce que vous allez choisir? C'est ça. Typiquement, on va accepter de vivre l'émotion forte. Et le voir comme ça, effectivement, ça nous montre que... Puis, tu sais, quand tu dis 3-4 heures, ça peut être 3-4 ans. C'est ça, tu sais, c'est dans le fond... Oui, en effet, des fois, les impacts sont beaucoup plus sévères, en effet. Mais c'est surtout pour nommer l'idée qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise émotion. Le dégoût est très utile à notre survie. Ouais. Si on n'avait pas ça, on mangerait des aliments impropres à la consommation. Et puis, si on n'avait pas de tristesse... après une peine d'amour, on se dirait pas, il faudrait que je retrouve l'amour. Puis si on se sentait pas insulté, on se protégerait pas en disant, toi, tu me parles plus comme ça, ou je veux plus que tu sois mon ami. Ça forme le caractère, ça forme peut-être, ça nous fait mieux connaître nous-mêmes. Des fois, oui, tout à fait, mais ça nous permet des fois de se défendre. Oui. Des fois, ça nous permet d'aller chercher quelque chose qui nous manque. Ouais. Si on a, je dis une peine d'amour ou un deuil, on va dire, OK, ça, c'est quelque chose qui me manque maintenant. Je vais aller chercher dans mon réseau d'amis des choses pour remplir ce vide. Ou une perte d'emploi. Des fois, tu sais, combien de gens pensent jamais perdre leur emploi, puis la journée que ça arrive, leur univers s'écroule, alors que ça leur apprend peut-être de dire, il faut qu'il y ait d'autres choses dans ta vie qui te fait carburer. Ça pourrait être ça, mais simplement le côté motivationnel. Là, je suis paniqué, j'aurais peut-être plus assez d'argent pour manger. Juste ça, c'est déjà très utile. Ouais. Parce que j'ai peur de ne pas manger, puis je vais faire faillite, cette peur-là est tellement importante que je vais me mettre à chercher dans les petites annonces pour un autre emploi. Puis je vais peut-être prévoyant la prochaine fois. Je vais peut-être dire, je vais me garder un... oui, tout à fait. Au cas où. Exactement. Donc, toutes ces émotions qui ne sont pas toujours agréables à vivre ont une utilité. Il ne faut jamais penser que c'est gagnant d'éviter ces pensées ou ces émotions-là, parce que c'est quand on prend conscience de ces émotions-là qu'on va agir de manière utile. Et on dit souvent que rien n'arrive pour rien. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai pareil. On apprend de différentes émotions négatives ou positives dans la vie. Là. Exactement. Il y a quelque chose à apprendre. Cela étant dit, il existe aussi des versions des fois plus malsaines de certaines réactions psychologiques, par exemple les phobies ou ainsi de suite. Puis là, on n'en parle pas de la même manière. Mais de façon générale, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne émotion, tout comme je peux pas dire quelle est la couleur qui est gentille puis quelle est la couleur qui est méchante. Ce sont toutes des couleurs, elles ont des teintes différentes, mais il n'y en a pas une qui est bonne ou mauvaise. Puis c'est pour certains, telle couleur les agresse, puis d'autres couleurs, puis d'autres personnes, ça va être complètement l'inverse. Tout à fait. Mais c'est surtout que pour un humain, à chaque fois qu'on ressent quelque chose, c'est une forme de compréhension de ce qui se passe dans notre vie et c'est surtout un motivateur à changer peut-être des comportements, à changer de situation. Et donc, c'est important de les écouter, de les digérer, de comprendre ce que ça veut dire pour nous et après ça, d'agir en fonction de ce qu'on vient de découvrir dans notre situation de vie. Quand j'ai compris que j'avais une émotion de dégoût, je dis « Oh, ça me tente pas de continuer à vivre l'émotion de dégoût, je vais cracher cette pomme. » Bon, on n'a pas cette réflexion aussi évoluée, mais c'est comme ça qu'on le fait. Et le problème de l'évitement, c'est quelque chose qui s'installe de façon insidieuse. J'ai un autre exemple aussi, une autre petite histoire à vous raconter. Imaginons que vous êtes chez vous, puis vous avez une dépense qui est un peu comme un walk-in où on peut rentrer à l'intérieur. Et vous ouvrez la porte de cette dépense-là, puis ça sent le poisson pourri. Alors là, automatiquement, vous refermez la porte, vous dites « Ah non, c'est vraiment dégueulasse cette odeur-là. » Le lendemain, vous ouvrez à peine la porte à moitié. « Oh non, c'est vraiment... tout de suite, j'ai le dégoût. » Et le surlendemain, on commence à tourner la poignée, puis on se rappelle « Ah non, ça sent pas bon de l'autre bord. » Et j'ouvre même pas la porte. Et le surlendemain, on arrive proche de la porte, puis on touche pas la poignée. Et puis après une semaine, on remarque même plus qu'il y a une porte, puis on évite tout le temps la porte. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus accès à notre dépense, puis on n'a plus accès à notre nourriture. Ouais. Alors là, vous allez voir un psychologue qui va vous dire « Bon, on va travailler ça ensemble, et on va rentrer tous les deux à l'intérieur de la dépense, puis on va fermer la porte en arrière de nous. » Alors, quand on va rentrer dans la dépense, évidemment, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la sensation de dégoût au niveau de l'odorat? C'est que dans les premières secondes, ça va monter, ça va être très, très, très intense. On est à l'intérieur de cette mauvaise odeur. Quelque chose qu'on a voulu éviter, puis là, on se met face à ça. Là, ouais. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ressent une mauvaise odeur ou n'importe quelle odeur? Après 5-10 minutes,
notre nez, qu'est-ce qui se passe? Il s'adapte au... Tout à fait. On commence à s'habituer à l'odeur. Et puis là, on n'est plus dérangé. Ouais. Et là, cette habituation-là nous permet de dire, bon, ben maintenant, je suis plus dérangé. J'ai tout mon temps pour trouver le poisson pourri dans ma dépense, le jeter et réavoir accès à ma dépense comme avant. Donc, il faut s'exposer suffisamment longtemps à nos émotions désagréables, à nos pensées désagréables, pour qu'il y ait un phénomène de tolérance et d'habituation. Et donc, ce que ça fait, c'est que vous pouvez imaginer un petit graphique, et c'est un peu comme une montagne. L'émotion d'inconfort monte, va faire un petit plateau, et après ça, va redescendre. Ça ne fait pas juste monter sans fin. Quand les gens font beaucoup d'évitement, c'est qu'ils ont peur. On peur que ça soit incontrôlable. Exact. Puis là, ils vont être pris là-dedans toute la journée, toute la semaine, puis ils seront plus fonctionnels. C'est pas ça qui se passe. Donc, en y allant à fond, on va, comme tu dis, on va prendre le dessus sur l'émotion, là, un peu. Exactement. Notre corps, notre cerveau va avoir un maximum d'émotions qu'il est capable de vivre. Par contre, ça peut être intense. Faut pas se le cacher. La première fois qu'on va le vivre, ça va être intense. Mais après ça va redescendre. Puis là, on va se rappeler que c'est vrai qu'il y a une fin à l'émotion. Et la deuxième fois qu'on va s'exposer, ça va monter moins haut. Et ça va durer moins longtemps. Et la troisième fois, moins haut, moins longtemps. C'est un petit peu comme quand je dis à mes patients, est-ce que vous avez déjà regardé un film d'action? Est-ce que vous sautez derrière votre divan quand il y a une explosion dans un film d'action? Ben non. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un film. Mais quand vous aviez 4 ans, vous aviez probablement très peur. Mais vous avez été exposé si souvent à des explosions à la télévision que ça vous fait plus peur. Et c'est ça, c'est l'exposition répétée qui fait qu'on devient habitué. Et c'est pour ça qu'il faut s'exposer régulièrement à ces émotions pour devenir plus tolérant. Mais comment dirais-tu, si on avait un truc à donner aux gens, est-ce que justement, comme tu parlais tantôt, c'est d'essayer peut-être de dire, quand je fais une chose, je la fais, puis quand je suis prêt à affronter cette émotion-là, je l'affronte? Est-ce qu'il y a une façon un peu de... Parce que ça peut devenir difficile à gérer si on est peut-être entouré de plein de choses qu'on est en train de faire ou... En effet, quand on a beaucoup d'activités, il faut aller se poser la question. OK, est-ce que maintenant, je dois me concentrer sur mes émotions ou j'ai des tâches à faire? Mais le problème, c'est que des fois, on repousse, puis c'est rendu à l'heure du coucher qu'on se met à penser à tous nos problèmes. Et là, on a de l'insomnie. C'est ça. Et on pense. Et là, c'est le phénomène du hamster dans sa roue. Ça tourne, et on n'arrive pas à dormir. Donc, il faudrait se préparer un moment, quoi. Il faudrait se forcer à dire, là, je pense que cette période de la journée, ça serait peut-être le bon moment pour... Exactement, c'est ça. Il faut se booker du temps dans la journée puis dire, là, de telle heure à telle heure, je vais m'exposer à mes émotions puis je vais laisser les émotions prendre le dessus. Donc, ça veut dire aussi, quand on s'expose, c'est qu'on n'essaye pas d'éviter la pensée. On laisse l'émotion prendre la place. Et c'est en faisant ça qu'on va s'exposer, qu'on va devenir tolérant et que ça va aller mieux. L'inverse, les méfaits, c'est j'évite de penser que si je mange toujours du sucre, je vais pas avoir des problèmes de diabète ou on va avoir de l'obésité parce qu'on s'est pas permis de vivre les inquiétudes de la malbouffe. D'autres vont aller dans l'alcoolisme, par exemple. Je veux pas ressentir mes peines d'amour, je me mets à boire pour pas penser à mes problèmes de couple. Je geler les émotions, je vais les oublier. Et pendant qu'on gèle nos émotions, on devient alcoolique. On peut prendre de la drogue. D'autres vont faire des jeux compulsifs, des jeux de chance compulsifs. D'autres, ça va être de la sexualité compulsive. Pour ne pas penser à leurs problèmes. Ça pourrait être aussi des fois même comme des phobies. J'évite cette chose qui me fait peur et j'ai peur par exemple des ascenseurs, donc je marche toujours dans les escaliers, je m'expose jamais aux ascenseurs et à force de ne pas m'exposer, j'y crois de plus en plus. Et là, on développe une phobie. Jusqu'au jour où on s'expose tout le temps aux ascenseurs et la phobie s'en va. Et c'est pas systématiquement avec de l'aide de quelqu'un, on peut soi-même s'exposer en sachant que c'est à moins qu'on perde le contrôle, mais je veux dire, à quelque part, je pense que les gens sont assez forts pour pouvoir s'exposer à leur peur. Là. Oui, bien sûr, c'est un phénomène naturel, puis on peut le faire graduellement, et puis il faut jamais se décourager. Au début, on va être capable de s'exposer 30 secondes, mais le lendemain, on va s'exposer 1 minute, puis après ça, on va devenir de plus en plus tolérant, puis plus de minutes, mais il faut surtout pas commencer à dire je le sens un petit peu, je m'en vais. C'est surtout cette idée de il faut rester les 2 pieds dans l'émotion puis attendre que la vague passe. Puis ça va nous donner confiance pour mieux apprivoiser puis mieux peut-être contrôler cette émotion-là la prochaine fois. Il faut avoir confiance que c'est la répétition qui nous rend experts là-dedans. Merci beaucoup, Jocelyn. C'était vraiment intéressant. Jocelyn Morettini, donc on a parlé des méfaits de l'évitement cognitif, donc à ne pas faire. Il ne faut pas éviter, il faut vraiment y aller à fond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Ici Claire. Ici Julie. Du podcast Endoed. Vous écoutez présentement
Folie douce! Pierre Laporte avec vous encore pour la suite de cet espresso d'aujourd'hui qui porte sur le cerveau. Je vais poursuivre ma lecture de l'article que j'avais commencé à vous lire un peu plus tôt qui s'appelle « La bedaine, l'ennemi du cerveau en santé », écrit par M. Jean-Pierre Després, qui est professeur au département de kinésiologie de la faculté de médecine de l'Université Laval. Remarquez qu'il parle beaucoup plus que le fait d'avoir un tour de taille élevé. Alors, il nous dit progressivement exposé à des facteurs de risque, certaines régions du cerveau vont s'endommager et subtilement, sans qu'on s'en rende compte, diminuer sa performance. Pouvons-nous combattre ce déclin? Les nouvelles sont encourageantes et ne vont pas vous surprendre. Dans une autre étude, cette fois-ci réalisée à l'Université de Singapour, des chercheurs ont effectué le même type de mesures. Les résultats sont stupéfiants. En effet, les chercheurs n'ont observé aucune évidence de changement dans la composition des cerveaux des personnes âgées sans obésité abdominale, alors que le déclin attendu était retrouvé chez les personnes âgées avec obésité abdominale. Que retenir de tout cela? La bedaine est dangereuse non seulement pour le diabète et la santé du cœur, mais également pour la santé du cerveau. Peut-on la faire fondre? Bien sûr, un recalibrage de nos habitudes alimentaires visant l'amélioration de notre qualité nutritionnelle globale, l'activité physique et l'exercice sont la meilleure façon de faire fondre la graisse abdominale, science à l'appui. Ainsi, pour avoir une belle vieillesse et garder toute sa tête, nous avons intérêt à investir dans notre REER cerveau. Façon de parler. Pour les non-sportifs, une bonne marche quotidienne apportera des bénéfices. Est-ce que l'activité physique peut améliorer des cerveaux déjà détériorés chez les personnes âgées? Pour le moment, cette question demeure entière. Avec plus d'1 demi-million de personnes qui souffrent de démence au Canada, nous avons la responsabilité de soutenir la recherche dans ce secteur. Dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site français écolepositive.fr, un article qui s'appelle « Neurosciences, les amis et les ennemis du cerveau des élèves ». On nous dit les ennemis du cerveau, tout d'abord, le stress et la peur. Chez les enfants, nous avons besoin dans notre vie d'un seuil minimal de stress. Il peut être créé par des objectifs accessibles et stimulants, des échéances réalistes, des changements voulus en cohérence avec le projet de vie, les valeurs, les capacités de chacun. C'est alors une énergie positive nécessaire à la mobilisation des ressources, à la motivation et à la performance. Cependant, nous pouvons être soumis à un autre type de stress. Il émane de situations ressenties comme menaçantes, contraignantes ou déplaisantes, où nous avons l'impression de ne pas disposer des ressources nécessaires pour y répondre. C'est alors un stress négatif qui induit une diminution de performance et mène à l'épuisement. Ce stress est le plus grand ennemi du cerveau. Il affecte l'hippocampe qui est le lieu de la mémoire et de l'apprentissage. Lors des situations de stress négatif, le cortisol sécrété dans le cerveau active l'amygdale, siège de la peur. Alors, l'élève et l'enfant n'est plus capable d'écouter et d'apprendre. Et si ces situations persistent dans le temps, les neurones de l'hippocampe se multiplient moins et peuvent même se détruire. Par exemple, il est prouvé que la maltraitance verbale et physique diminuait le volume de l'hippocampe. Pour que l'enfant puisse être attentif à notre écoute et apprendre, il faut donc veiller à son bien-être émotionnel. Maintenant, les amis du cerveau. Les encouragements, la bienveillance, le jeu et la curiosité. Contrairement à la peur, le soutien et les encouragements développent le volume de l'hippocampe. Face à un comportement empathique et chaleureux, il y a sécrétion d'ocytonine et donc l'apparition de 3 autres molécules, la dopamine, les endorphines et la sérotonine. Elles ont comme propriété de favoriser l'apaisement tout en favorisant la création, la motivation, l'attention et le bien-être. Ce comportement empathique et chaleureux passe par la bienveillance, c'est-à-dire une intention, une attitude, soit des regards, des gestes, des sourires, une posture, des mots
qui mettent à l'aise les élèves. Le langage non verbal a autant d'importance que le langage verbal. De plus, le développement cérébral de nos élèves est fortement dépendant du jeu. Il n'y a pas de développement intellectuel et affectif sans la sécrétion d'une molécule appelée BDNF, qui veut dire en anglais Brain Derived Neurotrophic Factor, qui intervient dans la prolifération, la survie, la différenciation des neurones et leur connexion. La sécrétion de cette molécule intervient lors des moments de joie. Jouer, rire, s'amuser, grimper, courir sont donc des indispensables. La curiosité est le dernier ami révélé par les neurosciences. En effet, pendant des états de haute curiosité, l'imagerie par résonance magnétique a montré que le dialogue entre le mésencéphale et l'hippocampe était renforcé. Or, le mésencéphale est chargé de l'attention, tandis que l'hippocampe joue un rôle central dans la mémoire. La curiosité facilite donc l'apprentissage. Et en terminant, je vous parle d'un dernier article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « 4 ennemis du cerveau quand on apprend ». C'est un autre site français qui s'appelle apprendreaéduquer.fr. Et dans ce cas, je vais commencer par la fin et je vais aller directement à un court paragraphe qui avait été écrit par M. Boris Cyrulnik, qui s'intéresse beaucoup à la cause des enfants, vous le connaissez peut-être. Il avait dit « Il ne faut jamais oublier que l'intelligence est incroyablement plastique, qu'un mauvais élève peut devenir bon en l'espace de quelques mois quand il est dans un milieu sécure. Or, plus un système est rigide et le nôtre l'est, moins il tient compte de cette plasticité de l'intelligence. » Salut tout le monde et à la prochaine. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour terminer ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à remercier Pierre Laporte pour la mise en onde et également pour ses blocs Espresso et Espresso allongé où il nous a parlé des ennemis de notre cerveau. Notre invité en début d'émission, Jean-François Duprat, nous a parlé de son projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. C'était la 3e entrevue. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été des nôtres. Notre collaborateur Jocelyn Morettini nous a présenté les méfaits de l'évitement cognitif. C'était donc l'émission Folie douce de cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.